France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était le 16 septembre 2009. Au micro d'Alain Weinstein, dans l'émission Du jour au lendemain, Marie-Hélène Lafont se confiait sur les ressorts de son écriture. « J'écris des livres, disait-elle, comme on travaille la terre. La langue, c'est du terreau, c'est du matériau verbal. Les mots et le travail de la terre. Nul effet de style dans ce rapprochement, mais un lien qui éclaire un style et donne l'orientation d'une œuvre. La ruralité, la campagne, le monde paysan sont partout dans les livres de Marie-Hélène Lafont. Originaire et habitante du Cantal, elle dit trouver son inspiration dans cet univers, dans son vide, dans sa beauté, dans ses silences. Le 16 septembre 2009, donc, elle venait parler de son dernier ouvrage intitulé « L'Annonce », publié chez Buchet-Chastel. Une histoire sociale et aussi une histoire d'amour ancrée dans la ruralité de notre époque. Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Marie-Hélène Lafont, qui publie L'Annonce, chez Buchet-Chastel. Elle n'aurait pas imaginé ça, cette lutte contre la marée galopante qui, dès le milieu de l'après-midi, sourdait de toutes parts et ne refluait pas, ne cédait pas. On n'avait pas les moyens de juguler, c'était organique et souverain, brutal et sans appel. On peut dire que vous avez vraiment de la chance, Marie-Hélène Lafont, d'être née dans le Cantal. On peut le dire. Je ne connais pas de pays plus beau. Moi non plus. Sa beauté, elle tient à quoi, pour vous ? En grande partie, à une très mauvaise raison qui est le vide. L'émotion que procure le vide ? L'émotion et la sensation de resserrement sur soi-même. De n'avoir à s'en prendre qu'à soi. C'est pour ça que vous écrivez ? C'est peut-être parce que je viens de ce vide que j'écris. C'est possible. Pour essayer de le combler ?
Ou Il ne pour faut surtout pas combler le vide. l'approfondir? Peut-être pour le creuser davantage encore, oui. Peut-être. J'irais plutôt dans cette direction-là si je réfléchissais à cette question. N'empêche qu'il est là, le Cantal, dans vos livres. Ce pays-là est là. En tout cas, je voudrais qu'il y soit. Avec ses odeurs, avec ses silences, avec le vent, avec la nuit, avec les choses vertes qu'il habite. Et avec les gens aussi. C'est lui, finalement, ce vide, qui donne à vos livres leur plénitude. On peut dire ça comme ça. Si vous voulez. Ça me va. Il n'y a pas que le pays qui fait écrire. Il y a d'autres livres aussi qu'on a lus, que vous avez lus. Alors, les autres livres que l'on a lus peuvent, pendant un certain temps, ça, en tout cas été le cas pour moi, empêcher d'écrire. Peser. Peser. C'est trop fort, trop grand. Voilà. Être là comme la statue du commandeur. C'est-à-dire, on n'y va pas parce que tout a déjà été fait. Je sais que ce que je viens de dire là n'a rien d'original, c'est une grande trivialité, mais je l'ai ressenti pendant très très longtemps, pendant des années. Et ensuite, pour des raisons qui ne me sont pas claires du tout d'ailleurs, j'ai franchi le pas. Je me suis mise au pied de ce mur-là, nonobstant les livres lus, ou peut-être aussi en prenant appui sur eux. Ces livres, c'était pas n'importe quel livre. C'était les grands classiques, ceux que vous enseignez à vos élèves, par ailleurs, puisque vous êtes prof. Alors, c'était certains grands classiques, parce qu'il est des grands classiques que je n'ai pas lus. Non, Mais vous n'avez pas lu tous les livres? Non, bien sûr que non, bien sûr que non. On sera mort quand on aura lu tous les livres. Non, c'était Flaubert, c'était Céline, c'était l'Iliade, plus que l'Odyssée encore, mais c'était aussi en tout cas, quand je pense par exemple à Michon, aux Vies minuscules, quand je l'ai lu, je ne savais pas que ça allait si vite devenir peut-être ce que l'on appelle déjà un classique. Michon, ça a beaucoup compté pour vous. Oui. Ça a beaucoup compté, je pense en grande partie parce qu'il était vivant. Et que je me suis rendu compte que les textes fondateurs pouvaient être produits, pouvaient émaner de corps vivants. Et que les œuvres pouvaient être en train de se faire. Je m'en suis rendu compte très tard. Je m'en suis rendu compte quand j'ai lu Les Vies minuscules, que je n'ai pas lu en 84 quand elles ont été publiées, je les ai lues plus tard. Et si je vous citais Bergogneau, Pierre Bergogneau, ça vous étonnerait? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a compté aussi. Et certains livres aussi de Richard Millet ont compté. Une sorte de triangle des Bermudes. Je l'appelle comme ça. Ouais. C'est pas moi qui l'ai cité, hein. C'est vous. C'est moi. Ouais. Aujourd'hui, vous les lisez encore? Non. J'ai arrêté avec Le goût des femmes laides. Je n'ai plus suivi. Mais Flaubert, oui. Alors, Flaubert, je pense souvent que je pourrais ne lire jusqu'à la fin que Flaubert et ne relire jusqu'à la fin que Flaubert. Je relis une fois par an Un cœur simple. Je le lis en général dans le métro quand j'ai un trajet un peu long à faire et j'ai toujours très envie de pleurer. Et je me retiens terriblement. C'est une situation très romanesque et très midinette de se retenir de pleurer dans le métro parce qu'on est en train de relire Un cœur simple de Gustave Flaubert. Ça vous arrive de ne pas vous retenir de pleurer? Ça m'arrive pas très souvent. Vos propres livres, par exemple, est-ce que ils ne vous font pas pleurer quand vous les relisez? Je ne relis pas mes propres livres, sauf si je dois aller y chercher un extrait à lire. Ils ne me font pas pleurer, mais en vous écoutant, je pensais, ils ne me font pas pleurer, ils me rabotent la gueule. Voilà ce que je pensais au sujet de mes propres Une livres. expression auvergnate, ça? Non, c'est une expression à moi, rien qu'à moi. Mais c'est peut-être ma façon à moi de pleurer. Vos propres livres, ce sont eux maintenant qui vous aident à écrire.
Il s'agit de les recommencer chaque fois? Non. Non, non, non. Il ne s'agit pas de les recommencer chaque fois. Et je ne sais pas s'il m'aide à écrire. J'appelle ça les chantiers. J'ai toujours un chantier ouvert. Et je me rends compte au début, au moment de l'ouverture du chantier, que le vertige est total. Comme s'il était neuf. Ça me surprend moi-même, parce que je pourrais me dire, après tout, tu en as déjà écrit 7, tu dois pouvoir en écrire un 8e. Et je suis impossible à rassurer à cet égard. C'est-à-dire que la tension de ce qui va peut-être s'avérer impossible ou inutile est toujours la même. Et là, en ce moment, j'ai un chantier ouvert qui me laisse très incertaine, qui me résiste terriblement. Et le fait d'avoir écrit l'annonce, les derniers Indiens ou liturgie ne me rassure pas. Donc en ce sens-là, il ne m'aide pas. Alors les derniers Indiens, c'est un livre qui est réédité ces jours-ci, Oui. en poche, dans la collection Folio. Oui. C'est important aussi pour vous de toucher un autre public par l'édition de ce format-là? Oui, oui, oui. Et j'aime dans le poche la souplesse de l'objet. J'avoue que j'ai la faiblesse d'aimer beaucoup la couverture des derniers Indiens. J'ai pensé quand je l'ai vu que ça ressemblait à un tableau de Nicolas de Staël et ça m'a bien plu. Donc je suis très contente de cette publication et que la chose existe au sens matériel du terme. Qui sont-ils, ces derniers Indiens? Vous voyez, spontanément, je dirais, ils sont les miens. Et d'une certaine façon, c'est vrai. C'est-à-dire que les derniers Indiens sont à la fois vivants ici et maintenant, et en même temps, ils sont toute ma lignée d'ancêtres. C'est-à-dire, ils sont ceux qui ne sont pas partis. Ils sont ceux qui vivent encore dans les pays perdus et qui vivent encore selon un système économique apparemment voué à disparaître, ou en tout cas qui n'en finit pas de disparaître longuement. Ils sont ceux-là. Ils sont muets, ils sont silencieux, ils sont du côté du vide. D'ailleurs, leurs maisons sont vides, elles se vident, les pièces se vident, leur vie se vide aussi. Ils vont vers le vide, puisque les derniers Indiens n'ont rien devant eux. Et j'ai presque envie de dire, je les reconnais à tâtons dans le noir. Il y a un frère et une sœur. Il y a un frère et une sœur, un couple. Ça, c'est le couple infernal? C'est le couple infernal. Il y a toujours d'ailleurs dans tous mes livres des couples infernaux. En général, familiaux, bien entendu. Les frères et les sœurs, les mères et les fils. On va en retrouver dans l'annonce. Voilà. Et le livre est dédié à Madame Jean de Fridière. Ce qui nous amène à l'annonce. Oui, puisque j'ai situé le lieu de l'annonce à Fridière, qui est donc le lieu où habite vraiment la personne très vivante et très ardemment vivante à laquelle j'ai dédié les derniers Indiens. Fridière, c'est un lieu très infime à Saint-Flour, entre la ville haute et la ville basse. Et aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Fridière, ça porte un nom ronflant, avenue de, etc. Mais jadis, c'est-à-dire il y a 30 ans, ça s'appelait Fridière. Le Cantal, hein. D'un conservatoire. On ne peut pas en sortir. Non. On ne peut pas y échapper.
Marie-Hélène Lafont, vous auriez pu aussi bien travailler la terre. Il y avait un petit empêchement en ça, c'est que je suis une fille. Mais ça, c'est du point de vue biographique. J'aime assez à dire que j'écris des livres comme on travaille la terre. C'est-à-dire que la langue, c'est du terreau, c'est du matériau verbal. Et je la fouaille. Vous labourez tout ça? Voilà, je laboure tout ça. Oui. J'aime assez d'ailleurs user de la métaphore agricole pour parler du travail d'écriture. Vous parliez de creuser le vide tout à l'heure. Oui, creuser le vide, donc creuser le sillon. Attendre aussi. C'est très important dans l'écriture d'attendre. Et dans l'agriculture aussi, c'est très important. Il y a beaucoup de silence dans vos textes. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce silence? C'est le silence d'où je viens. Le silence de la terre ou de ceux qui la travaillent? Les deux. Le silence de l'histoire? Oui, tous ces silences-là. Le silence des choses. Tout ce qui est hors mots. Et l'épuisement de l'écriture, c'est ça. C'est de brasser avec des mots ce qui ne relève pas des mots. Parce que les mots relèvent de l'utile pour les paysans. Oui. Dans le monde d'où je viens et qui est celui où vivent les personnages de 6 de mes 7 livres, les mots, effectivement, servent d'abord et avant tout à dire les choses utiles. Voilà. Et à parler des autres. Oui, voilà. Et à parler des autres. Mais certainement pas de soi. Non. Donc, ça fonde un rapport extrêmement transgressif à l'écriture. Le fait de venir d'un univers où les mots servent d'abord à ça. Il en reste quelque chose dans les livres. Oui. Des personnages plutôt taiseux, qui n'expliquent pas, qui ne s'expliquent pas, qui ne cherchent pas à s'expliquer, qui ont pris le parti pris des choses, qui existent comme des choses. Oui. Qui font des gestes, qui déplacent leur corps, qui ont des manières d'être, qui ont des odeurs, qui ont des habitudes, mais très peu de mots sur tout ça. Comment faire alors, quand on est un écrivain, pour vivre avec ces personnages et les faire vivre? Faire parler ceux qui ne disent rien? Oui, c'est bien ça la question. J'ai mis assez longtemps, curieusement, à me rendre compte à quel point c'était la question, pour moi, dans mes livres, de mettre des mots sur ces silences. Et c'est ma tension d'écriture, c'est ma ligne de tension, comme on parle d'une ligne de haute tension. C'est juste une énergie comme ça, ou c'est un travail? Un vrai travail? C'est les deux. Et quand vous dites énergie et travail, je pense aux étymologies de l'un et de l'autre. Le mot énergie, étymologiquement, c'est dans le travail. Et donc, il y a un embrassement des deux. Et puis, j'aime beaucoup, bien entendu, l'étymologie latine de travail, le tripalium, il faut que ça fasse mal. Ça ne prend pas toujours, hein? Non. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On recommence? On attend. On n'abandonne pas? Je ne sais pas. On attend, on tenace. Je me suis toujours demandé pourquoi le verbe tenacer n'existait pas dans la langue. Pourquoi c'était simplement un adjectif. Ça serait quand même assez formidable que ça existe. Moi, jusqu'à présent, je n'ai jamais abandonné. Mais ça fait pas longtemps que j'écris. Ça fait pas longtemps que je fais ce travail-là. Ça fait seulement 13 ans dans ma vie, c'est pas beaucoup. Donc je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Il y a 2 ou 3 reprises depuis le début de cet entretien, vous avez rappelé que vous aviez écrit déjà 7 livres, comme si vous vous en étonniez vous-même. Oui, vous avez raison, je m'en étonne moi-même. Probablement en raison de ce que je vous ai dit, à savoir que c'est
c'est vraiment une transgression pour moi d'écrire des livres. C'était presque déjà une transgression d'en lire, mais d'en écrire, c'est une transgression, c'est peut-être aussi une trahison. Enfin, c'est tout ça. Voilà. Donc, j'allais presque dire, ça me paraît improbable, et en même temps, c'est un adjectif tellement usé, le malheureux, que on va le laisser reposer dans son linceul. Mais j'ai besoin de me le répéter. Et parfois même, j'ai besoin de les regarder. Il y a une pile. Ça commence à faire une petite pile. Ils sont tous les uns avec les autres? Oui. Parce que je suis très ordonnée. Donc ils sont tous les uns avec les autres. Et à côté, il y a quoi? À côté, il y a mon dictionnaire. Il y a les deux Robert, à côté. Ils sont bien gardés, alors? Oui. Ils sont bien encadrés. La langue est leur complice? C'est pas leur ennemi? Non. Non, la langue est leur condition sine qua non. Il n'y a pas de livre sans langue. Et le temps? Est-ce qu'il vous aide? Le temps. Je suis une lente. Il m'a fallu très longtemps pour me mettre en face du travail d'écriture. J'écris des livres courts. Je les laisse beaucoup poser. Je ne sais pas si le temps m'aide. Les paysans sèment et puis après ils attendent. Oui. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Ça, c'est très très important. C'est très très important. J'attends beaucoup, moi aussi. Je laisse beaucoup poser les textes. Donc, évidemment que le temps m'aide. Mais en même temps, quand vous dites le temps, je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que je pense qu'on va mourir. Je pense que ça va s'arrêter, je pense que ça va finir. Donc on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas assez de temps. Il y a urgence. Oui, tout le temps. Urgence de trouver quoi? Le mot juste? Le rythme exact? Oui, voilà, vous l'avez dit, le mot juste, le rythme exact. Et ça suffit? Qu'est-ce qui suffit? Je ne sais pas si ça suffit. Mais c'est déjà ça. C'est comme un chant. Faire entendre un chant. Voilà. Et puis s'en aller. Quand vous dites un chant, moi je pense aux deux chants. Voilà. Un chant dans le chant. Et puis s'en aller. Et quand on s'en va, silence. On y retourne au silence. On en vient, on y retourne. Le nouveau livre, Marie-Hélène Lafont, s'intitule L'Annonce. Il est publié comme tous les précédents, chez Buchet-Chastel. Et ce titre ne doit pas nous tromper, rien à voir avec Claudel, même si votre personnage s'appelle Paul. Il a 46 ans, il est paysan, à Frédière, dont nous parlions tout à l'heure, et il ne veut pas finir seul. Oui, il veut mettre de la douceur dans sa vie, avant que ça s'arrête. La douceur, c'est un mot féminin? Oui, et d'ailleurs, mettre de la douceur dans sa vie, ça passe par une femme. C'est comme ça qu'il l'entend, en tout cas, Paul. Et c'est une annonce qui va les rapprocher. Une annonce que Paul a passée. Et voilà, il va rencontrer Annette, 37 ans, qui, elle, n'est pas du Cantal. Elle est du Nord. Oui, elle est du bout du pays. Elle est du plus loin possible. Dans le possible de Paul, en tout cas. Elle a un fils, Éric, dont le père, Didier, était, alors je la cite, un blessé de la vie. En fait,
Un type qui buvait beaucoup, quoi. Oui, qui était Peut-être un peu trop. Voilà, qui était très fracassé et qui faisait beaucoup de dégâts. Donc c'est plus possible. Non, c'est plus possible, il faut s'en aller. Elle voulait recommencer sa vie, enfin, ou la commencer, enfin. Et pourquoi pas à la campagne, ailleurs. Donc elle répond à cette annonce, c'est très simple comme scénario. Les choses, quelquefois, peuvent se révéler beaucoup plus compliquées, parce que la sauvagerie intervient, l'imprévu, l'inattendu, même si l'amour est au rendez-vous. Car ce livre, l'annonce, est un roman d'amour. C'est peut-être un roman d'amour, oui. Oui, c'est bien possible, j'en suis la première surprise, mais il se pourrait que j'ai écrit un roman d'amour. Un roman d'amour dans l'adversité, bien entendu. Ce qui vous a intéressé, c'est la relation entre les personnages ou chacun d'entre eux pris séparément? Les deux. Chacun d'entre eux pris séparément dans la prison de sa propre peau, et ensuite comment tout ça, toutes ces peaux-là se frottent ensemble dans la gangue de la maison. Parce que, comme dans tous mes livres précédents d'ailleurs, il y a un personnage central et fondamental qui est la maison. Et ils sont tous là à se frotter les uns contre les autres au rez-de-chaussée et à l'étage de la maison. Chacun a sa maison, chacun s'intéresse aux maisons. Chez Annette, c'était les grandes maisons, les maisons royales, les familles royales. Absolument. Absolument. C'est ce que j'appelle la mince croyance d'Annette. Elle a eu besoin, avec sa mère, pendant toutes ces années où elle a vécu dans le Nord, elle a eu besoin de mettre un horizon d'attente lumineux dans sa vie. Et cet horizon d'attente, c'est la maison royale d'Angleterre qui le fournit. Pas la maison royale de Belgique. C'est trop proche, c'est pas assez royal. Annette, c'était quelqu'un, et on ne va pas s'en étonner, pour qui les mots n'étaient pas évidents. Les mots ne lui venaient pas facilement. Non, les mots ne lui viennent pas facilement, à sa mère non plus, et à son fils non plus d'ailleurs, et cependant, ils sont cruciverbistes. Curieusement. Ils ont donc un amour du mot en tant qu'objet, à dépecer, à deviner, à désirer, à traquer, mais les mots ne leur servent pas non plus, à eux, Annette, sa mère et son fils, à dire des choses. Si bien que pour elle, on dit qu'elle manque de chaleur, d'initiative, de dynamisme. Et quant à Éric, le fils, donc lui, il est un peu enfermé, prisonnier de lui-même. Oui, il est un peu enfermé. C'est un enfant qui a été très tôt, étant en proie aux frasques familiales, il a été très tôt confiné dans une sorte de silence, dans la peur. Il a appris très tôt à se faire oublier. Et il en a du coup développé un art d'être avec lui-même, et seulement avec lui-même. Si ce n'est que Éric va faire une rencontre lui aussi, dans le livre. Alors l'annonce dont nous parlions, puisque c'est par une annonce que Paul et Annette vont se rencontrer, qu'est-ce qui va la séduire, elle, dans le projet de l'annonce? Ce qui va la séduire, c'est doux, l'adjectif doux qui est dans l'annonce. Et elle vient d'une telle aridité, voire d'une telle violence dans son histoire avec Didier le père d'Éric, que cet adjectif-là la séduit, et ce qui la séduit aussi, c'est le mot agriculteur. Parce qu'agriculteur, dans l'imaginaire d'Annette, c'est un vrai métier. Parce qu'Annette n'a pas de vrai métier. Donc elle pense qu'il faut tourner la page complètement. Oui. Il faut la tourner peut-être moins pour elle que pour son fils. Elle veut sauver le fils, elle veut l'arracher au nord. Et à tout ce que cela représente pour elle, de gâchis dont elle sent bien qu'il est assez irrémédiable du côté du père. Paul, donc l'émetteur de l'annonce, il a une sœur. Voilà. Paul n'est pas seul au monde. C'est un être qui lui est très proche. Oui. Qui n'est pas commode. Non. Un peu hystérique même, on peut dire. Non ? Disons que elle, pour le coup, elle a un usage des mots. C'est-à-dire que lorsqu'elle a bu 1 ou 2 verres de trop, elle se montre diserte et ça n'est pas pour le meilleur. C'est même éventuellement pour le pire.
Et elle est la femme, jusqu'à présent, qui est dans la vie de Paul. Elle est dans la vie de Paul depuis 30 ans. Voilà. Elle a une place et elle entend la tenir et la garder. Donc elle va la défendre. Donc elle voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une étrangère. Forcément et férocement. Une fille du Nord. Une fille du Nord, une fille qui n'a pas de métier, dont elle suppose forcément qu'elle vient vivre au crochet de son frère, ce qui veut dire vivre au crochet de la ferme. Peut-être avec des arrière-pensées. Très certainement avec des arrière-pensées. Et donc, elle est très mal disposée. Elle est très mal disposée envers le monde, de toute façon, Nicole. Quant à Paul, il travaille beaucoup, sans se plaindre. Hein, il n'aime pas les paysans qui se plaignent. Non. Donc c'est un homme raisonnable, qui a Oui. les pieds sur terre. Oui, on va dire ça comme ça. Il est raisonnable, il a élagué beaucoup de choses dans sa vie. Voilà. Il aurait bien voulu faire un autre métier, de la mécanique. Oui, il aurait éventuellement fait un autre métier, il aurait même éventuellement eu des enfants. Il sait que tout ça est derrière, lui, que c'est trop tard pour tout ça. Mais il a quand même décidé que ça n'était pas trop tard pour s'habiller la vie. Alors il y a encore deux personnages, les oncles, comme souvent hein, dans les familles du Cantal. Il y a des oncles. Il y a des ancêtres, Ouais. on va dire. C'est presque un autre couple. Ah oui, c'est même totalement un autre couple. Louis et Pierre. Ils sont pas tout jeunes. Non. 80, 81 ans. Et ils ont toujours habité là. Oui. Ils sont nés là, n'en sont jamais partis sauf pour le service militaire, brièvement, ce qui leur a donné l'occasion de constater qu'il y avait ailleurs dans le monde des vaches presque aussi bonnes que les vaches salaires, ce qui est quand même une grande révolution dans leur esprit. Et ils n'ont jamais eu de femme, n'ont jamais apparemment éprouvé le besoin d'en avoir une, et vivent donc depuis 30 ans avec cette nièce et ce neveu. Et ils sont les propriétaires des terres. Ouais. Donc pour Annette, tout ça ne va pas être facile. Non. Il va falloir trouver le biais, les mots justes peut-être, comme vous, quand vous êtes devant la feuille blanche, le bon rythme, s'adapter, apprivoiser, apprendre, et dans tous les cas composer. Oui, composer. Et certainement pas avec des mots, ça c'est sûr. Ça ne passera pas par là. Ça passera par du silence, par de l'attente, qu'on fait ci dessus, par du travail. Elle découvre beaucoup de choses avec ce travail, avec l'espace de la maison, avec la nature environnante. La nuit, par exemple, elle s'aperçoit tout d'un coup que, avant d'arriver là, à Frédière, elle n'avait jamais connu la nuit. Oui, la vraie nuit, celle que ne trouve pas la lumière des réverbères. Oui, et c'est déjà ça, à la fois une révélation bouleversante et terrifiante, et en même temps, très vite, elle y trouve sa place. En tout cas, elle fait face. Elle trouve en elle les ressources nécessaires pour faire face à ça aussi, c'est-à-dire au pays. Et je me suis rendu compte, bien après avoir terminé l'écriture du livre, que Annette, finalement, arrive à faire face à ce à quoi le personnage féminin de mon premier livre, dans Le Soir du Chien, ne faisait pas face. C'est-à-dire à la force organique de ce pays. Elle lui tient tête, d'une certaine façon. Et c'est cette force organique qui va lui permettre de tenir le coup, de surmonter les obstacles. Oui. Parce qu'il y en a des obstacles. Il y en a des obstacles. Essentiellement des obstacles dressés par les personnes. Voilà. Les obstacles, au fond, ne viennent pas des choses vertes, ne viendront pas de la nuit, ne viendront pas de la maison, ne viendront pas des arbres, ni du pays, en aucune façon. Ils viendront des gens. Et aussi de certains éléments du lieu, quand même. L'étable, par exemple. Ah. Elle n'arrive pas à s'habituer à l'étable. Oui, mais l'étable, c'est le lieu de Nicole. C'est le lieu de la sœur. La sœur est la grande prêtresse de l'étable. Oui. Donc il n'y a pas de place là, pour elle. Non. Les bêtes sont les bêtes, à savoir les vaches. Hein. Ce qu'on appelle les bêtes, ce sont les vaches. Les vaches sont les auxiliaires de la sœur. Les séides de la sœur. Les vaches. Et en face des vaches, il y a le chien. La chienne. Lola. Qui, elle, en revanche, va se faire une auxiliaire zélée, non pas d'Annette, mais de son fils. Donc le lien ombilical, elle ne l'aura pas. Ah non.
non. Le lien ombilical, on l'a à la naissance, voilà, c'est tout. Voilà. Donc il faut faire autrement. Et pourtant, elle s'habitue au bruit, par exemple, au bruit de la maison. Oui. Des bruits qui finissent aussi par lui apprendre beaucoup de choses. Oui. Ils en disent long, les bruits. Oui, ils en disent long, les bruits, pour le coup. On ne parle pas avec des mots, mais la maison parle avec des bruits. La maison parle, elle. La maison a un corps. Et au fond, assez vite, Annette se rend compte que la maison n'est pas hostile. Et son corps et la maison vont faire bon ménage ? Oui, faire bon ménage. J'aime bien d'ailleurs cette expression, faire bon ménage. Oui. Son corps, le corps de Paul, car il faut s'accommoder aussi du corps de l'homme qui a passé l'annonce. Oui. Un corps, vous dites, en état d'urgence. Oui. Oui, pendant les travaux d'été, oui, en état d'urgence, aiguisé pour les travaux d'été. Pour la fenaison, pour le travail dans le ventre des machines. Voilà, le corps de Paul, c'est aussi un corps qui sert à ça et qui fait ça. Et Annette le découvre. D'ailleurs, quand elle le voit la première fois, elle voit ses mains et elle sent qu'il y a un mystère et une épaisseur derrière ses mains et qu'il va falloir apprendre ça. Tous ces gestes-là qu'elle ne sait pas, auxquels elle ne comprend rien, qui sont d'une grande opacité. Il va falloir apprendre le nouveau, ce qui est devant elle, et tenter d'oublier l'ancien. Oui. Est-ce qu'elle va perdre le nord ? Non, elle ne va pas perdre le nord, elle va simplement essayer de mettre de la distance entre elle et ce qui s'est passé dans le Nord, ce qui a déchiré sa vie dans le Nord. Mais oublier ça, je n'y crois pas, et elle non plus pour le coup. Je pense qu'elle n'oubliera pas. Simplement, voilà, elle va mettre du temps et de la distance. Avec le risque de faire un faux pas. Oui. Parce qu'il y a Nicole et les oncles qui sont là, qui veillent. Bien sûr, qui veillent. C'est une... Il y a du risque, il y a du danger. Du danger d'éviction, du danger de retourner au rien. Le rien, c'est le Nord, pour elle. Et devant elle, la possibilité de refaire sa vie, sans la défaire complètement. Oui, c'est une expression terrible, ça, refaire sa vie, qui est très souvent employée, devant laquelle j'ai hésité, vous voyez, parce qu'elle est très élimée pour le coup, cette expression-là. Et en même temps, ce qui lui a fait place dans mon livre, c'est que qui dit refaire dit défaire aussi. Elle a beaucoup d'effets avant de tenter de refaire. Et finalement, la sorte de sourde obstination et de force d'inertie aussi qu'elle avait mise à défaire tant de fois sa vie, elle va peut-être pouvoir la mettre au service d'autre chose maintenant. Peut-être. Elle va être tolérée à Frédière, faute d'être vraiment accueillie. Oui. Ce qu'elle peut espérer tout au plus, c'est ça, oui. C'est ça. C'est d'être tolérée, c'est que l'on finisse par s'habituer. Et que l'on, c'est-à-dire Nicole et les oncles, finissent par s'apercevoir un jour qu'elle a pris racine et qu'elle est là. Et que ça va durer. Avec la douceur de Paul. Oui. Une douceur qui va peut-être ouvrir un avenir à Éric le fils. Oui, alors un avenir qui ne serait pas un avenir paysan, mais un avenir, en tout cas, dont Annette pense qu'il était quasiment inaccessible dans le Nord. D'où cet exil. C'est une forme d'exil, au fond. Mais c'est un exil qui sauve. Et qui sauve, peut-être. C'est un pari ? Oui, c'est un pari. Un pari qu'elle fait avec un inconnu. Et je suis moi-même la première surprise de constater que rien n'est perdu d'avance dans cette affaire-là. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, à l'été 2006, quand j'ai écrit Annette regardait la nuit, j'ai senti moi-même que j'entrais pour la première fois dans un récit dont je ne savais pas où il allait, mais en tout cas dont j'avais l'intuition qu'il n'allait pas forcément vers le pire. L'annonce de Marie-Hélène Lafont est publiée chez Buchet-Chastel et je rappelle la réédition en folio de son roman Les Derniers Indiens.
Du jour au lendemain, Philippe Bredin, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 16 septembre 2009.